Et n'essaye même pas de courir, de toute façon. Je t'attrape, je te cavale derrière jusqu'à la mort. Moi, en vrai, t'es en train de me faire remarquer, lâche-moi. Ça va, je te tiens comme je veux, là. Là, j'ai pas envie que tu me tiennes. Je comprends rien, en fait. Tu es en train de me faire remarquer. Je m'en fous. Je crois que j'aurais pas voulu, moi, parler avec toi, normal. Mais non. J'avais qu'à pas manquer de respect. Ah, Tu m'as gonflé. on me bat les couilles. C'est là. Celui-là? Oh. Tu fous là, toi? Tu es venu récupérer le morceau de shit. Quel bout de shit? Pourquoi tu parles avec elle? Tu as pris mon shit à moi hier qu'elle t'a passé. Et alors, tu es qui, toi, s'il te plaît, pour que tu viennes, tu parles comme ça? Rends-moi mon shit, s'il te plaît. Qu'est-ce que moi, je suis sur mon magasin, s'il te plaît, sors. T'es mal, je me casse, toi. Sérieux ou quoi, mon frère? Le sujet que je voudrais aborder à travers ces extraits, c'est évidemment celui de filmer la jeunesse. Une jeunesse insouciante, joyeuse, mais aussi cruelle et violente. Est-ce que c'était important pour vous que le langage visuel de ces films, qui revêtent quand même une certaine valeur documentaire sur la génération d'aujourd'hui, reflète les contradictions de leurs jeunes personnages ? Alors oui et non, c'est-à-dire peut-être pas, peut-être que ce serait un peu trop tautologique de se dire ah bah oui c'est des jeunes donc du coup il faut que ce soit une image de jeunes. Puis je me sens pas si vieux que ça encore. Mais par contre, c'est vrai que je me souviens quand on est arrivé en post-production pour la partie donc de l'étalonnage, donc qui concerne la correction des couleurs et des contrastes. Le premier parti pris qui avait été celui de Jean-Bernard et moi était d'une image beaucoup plus pastel, encore plus référence à la pellicule, donc avec peut-être une image beaucoup plus 16 mm, donc moins chatoyante, moins colorée. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir déjà vu 10 000 fois cette image pour ces genres de films, et je pense que il faut aller ailleurs, quoi. Il faut proposer autre chose. Et puis en plus, le film n'est pas exactement à cet endroit-là. Et en fait, mais cela dit, c'est vrai que par rapport à ce que vous dites, moi par exemple dans ma pratique, j'essaye lors des premières rencontres avec le metteur en scène, il y a souvent une phrase ou quelques mots qui pour moi en fait vont devenir probablement une clé pour l'image du film. Et quand je prends l'exemple de chez Razad, Jean-Bernard m'avait dit en fait c'est l'histoire d'un garçon qui fait le chemin de la honte. En fait, il va devoir faire face à la honte de parler, en fait, de dire qu'il est amoureux de cette fille et de cette prostituée, et ça ne se fait pas. Et il va devoir. C'est pas juste une histoire de balance, c'est une histoire de honte. Et je me suis dit, ah bah tiens, ça c'est super intéressant, comment est-ce que je peux traduire ça en lumière et en ombre en fait, et en couleur. Et en fait, ça se traduit de manière très concrète, c'est-à-dire que, en fait, dans tout le début du film, Dylan, le personnage principal, il s'appelle Zachary dans le film. Dylan, c'est le comédien. J'essayais toujours de le mettre dans un endroit où en fait il était à moitié caché tout le temps. C'est-à-dire il est jamais vraiment dans la lumière. Il est toujours un peu,
je reprends. Il est dans sa honte, quoi. Voilà, il est dans sa honte, il est dans son univers, il est dans son monde, et donc du coup, il est soit dans l'ombre et donc on ne le voit pas, soit il y a trop de lumière et donc on ne le voit pas non plus, d'où les effets aussi de lumière comme ça irisée qu'il y a dans le film. Et puis, par rapport à la couleur, je m'étais dit, en fait, comme c'est... il y a une forme d'innocence dans la première partie du film où en fait il devient, pour ceux qui l'ont pas vu, il devient un Mac mais un peu sans s'en rendre compte. Et là aussi j'ai eu des parties pris de couleurs assez affirmées, comme quelque chose d'à la fois acidulé quoi quelque part. Et en fait le film bascule à partir du moment du procès et où là du coup tout à coup la lumière elle change, elle est beaucoup plus frontale. C'est à la toute fin le procès. Ouais, c'est la toute fin. Ouais. C'est les 15 dernières minutes. C'est les 15 dernières minutes, voilà. Il y a le procès, le procès dure 10 minutes, ouais, donc ça doit être ça, 15-20 minutes. Mais en gros, cette dernière partie-là, la lumière est beaucoup plus frontale, beaucoup plus brute aussi. Tout à coup, il y a un réalisme qui revient, parce qu'il y a beaucoup plus de profondeur de champ. Donc voilà, il y a une bascule à l'intérieur du film, et du coup, à l'intérieur du personnage, en fait, il y a une bascule à l'intérieur du personnage, et donc, dans mon travail, j'ai induit cette bascule-là. Alors pour le coup, c'est un peu tautologique, mais cela dit, c'est censé se ressentir sans se voir normalement. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire dans le travail, c'est-à-dire que la lumière doit c'est comme la musique, normalement, la musique dans un film, on se rend pas compte quand elle arrive, en fait. Tout à coup, on se dit, ah mais il y a de la musique, en fait. Et ça, on s'en rend compte parce que ça nous a touchés. Et je pense que la couleur et le cadre et le contraste, ça doit être un peu la même chose. Luna, c'est un peu le même chemin. C'est le chemin d'un personnage qui commet un peu une horreur au début. C'est encore une histoire de viol. Je pense que je suis abonnée. Malheureusement, c'est toujours des sujets un peu lourds. Non, et en termes d'image, oui, en fait, cette horreur se produit quand même sous le soleil écrasant du midi. Et c'était très important qu'on mette bien ces personnages dans un truc très vert, très été. L'horreur se produit sous le soleil écrasant de midi Non, c'est la nuit. C'est la nuit, mais c'est-à-dire dans un environnement, l'horreur est voilà, mais c'est-à-dire c'était très important que c'est la suite du film, l'ensemble du film. Ça commence sous le soleil. De l'horreur. Ça commence sous le soleil. Effectivement, l'horreur se passe la nuit, mais dans une manière très festive, voilà, dans une fête. Et c'est vrai que c'est plutôt sur le travail du visage de Luna par la suite que ça se passe en fait. C'est-à-dire il y a quelque chose qui son chemin elle vers quelque chose de plus lumineux, de plus aérien, de plus plus dégagé au moment une fois qu'elle fait son chemin. C'est un peu le même chemin dans le sens où c'est aussi à la fois un récit initiatique et une histoire de libération en fait. Absolument. Libération d'un groupe de gens et un choix personnel qu'elle fait. Voilà. Et c'est assez simple, c'est on a quelque chose de beaucoup plus aéré et un travail sur le visage très différent sur la fin du film par rapport au début. Sachant qu'on était beaucoup à une lumière naturelle, mais de la lumière naturelle de nouveau très travaillée dans le hangar, quand elle avoue. Voilà. Et l'actrice Laetitia Clément, c'était la première fois qu'elle jouait à l'écran. C'était génial. Et voir l'éclosion d'une actrice comme ça, c'est fantastique. C'est-à-dire, toute l'équipe était là en disant à chaque prise, elle demandait plus, encore une et encore et encore. Et elle prenait un tel pied à jouer. C'est tellement rare de voir ça, en fait. C'est-à-dire c'est d'une générosité encore et encore et encore. Extrêmement concentrée aussi, je pense que ça se transmet. Voilà, elle est fantastique, cette jeune fille. Et Jonathan, tu as aussi un peu eu la même expérience avec les deux jeunes protagonistes de ce film qui jouaient pour la première fois. Oui, c'était des petits monstres, c'est un peu ça la différence, mais... Oui, sur le film de Jean Bernard, il n'y a aucun acteur professionnel, c'est-à-dire que les avocats sont vraiment avocats dans la vie, et il y tenait beaucoup. Donc ça a donné un casting extrêmement long, il y a plus de 6 mois de casting pour trouver l'ensemble des comédiens. Tu as participé au casting aussi ? Non, pas du tout. Enfin, il m'a montré comme souvent, il m'a montré des vidéos de casting, il m'a demandé mon avis, mais je n'ai pas participé au casting. Mais ils étaient très très forts, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, un comédien professionnel à 18 ans, 17 ans, 16 ans, ça n'existe pas vraiment. Il y en a quelques-uns dans le monde anglo-saxon, mais en France, je ne sais pas si ça existe tant que ça. Donc, oui, d'avoir eu une formation technique, en tout cas, à cet âge. Voilà, c'est ça. Après, la différence, c'est qu'ils sont très proches des personnages. C'est-à-dire que Dylan, il a vraiment participé à de la prostitution. Je ne sais pas dans quelle mesure il était Mac, mais il a participé très fort à des réseaux comme ça. D'ailleurs, il est de retour en prison. Et il connaît très très bien ce truc-là. Donc ça aussi, voilà, ça...
Et alors par contre, eux, ils n'étaient pas à redemander des prises et tout ça, c'était plutôt, fallait les pousser à refaire des prises. À être sérieux. Voilà, à être sérieux, et c'était très dur pour Jean-Bernard, parce qu'il fallait vraiment être très 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 fort mentalement pour les tenir. Parce que c'est des adolescents qui... mais c'est un peu comme les Gitans ou d'autres univers, c'est-à-dire que, en fait, quand on accepte en tant que technicien ces choses-là, il faut accepter tout ce qui va avec. On ne peut pas dire ouais, je veux ça, mais je veux... Enfin, on ne peut pas se dire je vais filmer des jeunes de quartier, mais pas vouloir qu'ils soient jeunes de quartier, sinon ça ne marche pas. Enfin, voilà. C'est ce que je disais, en fait, il faut accepter leurs contradictions, exactement, parce qu'ils sont pleins de contradictions. Et puis chez les acteurs professionnels, il y a plein d'autres contradictions. Tel acteur va vous dire c'est mon bon profil, c'est ce côté-là. Moi j'aime, tu m'éclaires comme ça. C'est quoi Enfin voilà, donc c'est d'autres contraintes, mais qui sont plus socialement admises que celles d'un jeune qui dit non mais moi à midi je prends pas ma pause, je prends mon scout et tout, je me cache, je reviens dans 1 heure. Voilà. Donc voilà, je trouve que c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier-là, c'est-à-dire c'est pour des expériences qui nous... Enfin moi je fais du cinéma, c'est aussi parce que je pense que j'aurais pas eu le courage d'aller découvrir ces univers-là, ces gens-là, et d'aller leur parler, et de passer du temps avec eux. C'est pas devenu des amis, mais j'étais content de les rencontrer, de passer les barrières qui sont tellement fortes socialement, économiquement, géographiquement, parce que bon, les quartiers nord de Marseille, il faut vouloir y aller, quoi. Donc c'est des occasions quand même très émouvantes en fait, et puis c'est très riche, et enfin je me sens chanceux de pouvoir rentrer chez les gens comme ça et de dire oui alors on va installer un projecteur là. Bon, c'est quand même étonnant quoi, je veux dire, et du coup il y a une part d'émotion. C'est un privilège. Oui, c'est complètement un privilège. Éline, tu veux dire une dernière chose à ce sujet? Non, mais je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire, s'il y a le truc magique de ça, c'est qu'on va à des endroits où sinon on n'irait jamais. On n'a pas la chance, quoi. Très bien. On va donc ouvrir la parole aux spectateurs. Merci beaucoup, Jonathan et Éline. En sachant qu'on ne va pas faire passer un micro-baladeur pour des questions de sécurité, donc si vous voulez poser des questions, il faut le faire à haute voix et assez fort. Donc allez-y, on a un petit quart d'heure parce qu'il y a une projection à 13h30 et je pense qu'un certain nombre d'entre vous voudront aller à cette projection. Oui. Alors, on entend vous pouvez parler plus fort, oui. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire la lumière d'un plan séquence? Et si oui, comment ça se passe? Oui. On fait plein de plans séquences. Alors, comment ça se passe dans lumière? Alors, si on sait ce qui se passe dans le plan séquence, on a quand même des positions clés qu'au privilège. En fait, c'est-à-dire, il faut toujours projeter ce que vont faire les acteurs. Et c'est pour ça qu'il faut presque se mettre à leur place tout le temps. C'est-à-dire, parce qu'on éclaire, comme je disais Jonathan, on n'éclaire pas les décors. Il y a certaines personnes qui font ça, mais nous, on essaie d'éclairer les acteurs. Et donc, quand c'est des plans séquences qui sont un peu libres, on s'imagine, par rapport à ce qui est écrit, qu'est-ce qui est logique, par quels endroits ça pourrait passer. Et du coup, on essaie de très vite s'adapter entre les prises. C'est-à-dire pour faire perdre le moins de temps possible, quand c'est vraiment indispensable. Et on fait des petits ajustements, ou on installe des systèmes de lumière qui permettent d'intervenir très rapidement. Voilà. Après, c'est chouette si le plan séquence tient, c'est-à-dire il faut quand même, quand on les tourne, surveiller beaucoup le rythme interne au plan, faire des variantes au rythme pour qu'il puisse rester en montage. Et souvent, si on donne la possibilité au monteur d'un autre plan, souvent le plan séquence est coupé en morceaux. Voilà. Il survit rarement s'il y a d'autres plans à côté. Voilà. Oui, tout à fait. Après, pour élargir même votre question, c'est vrai que ce que c'est devenu le plan séquence, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Parce que, en fait, ce que vous avez vu tout à l'heure avec le plan de Jean-Pierre Léaud et le plan, ce sont des plans séquences. Et c'est vrai qu'ils sont simples, ils ont l'air de rien, mais moi, ça m'émeut 10 fois plus que 1917, qui, je trouve, est un bus-tour à l'intérieur de ce qu'on croit être la guerre de 14. Et le défi technique que représentent ces films m'intéresse assez peu, dans la mesure où ce qui est intéressant dans le plan séquence, ce qui me semble être intéressant, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est la contrainte que ça crée. C'est-à-dire que tout à coup, vous dites, c'est un bloc de temps à l'intérieur d'un espace, et donc ce bloc de temps, il doit se passer un certain nombre de choses,
Et j'avais vu un court-métrage il y a quelques années donc c'était un plan séquence et c'était une exécution en Chine. Et donc on voyait les camions arriver, les gens descendaient, ils se faisaient assassiner et le bus repartait. Ça durait 10 minutes. Et du coup, c'était extrêmement fort qu'en 10 minutes, il y ait 10 personnes qui aient été tuées en un plan séquence. Ça, c'était, je ne sais pas si le film était si intéressant que ça, mais cela dit, voilà, c'est un bon exemple de ce que ça peut ou doit être un plan séquence, c'est-à-dire un bloc de temps donné qui raconte une action et qui se passe exactement dans cet espace-temps. Donc moi, voilà, le côté parc d'attractions où la caméra, elle va dans tous les sens, elle peut tout faire, pour moi, c'est rien du tout. C'est surtout avec ça, on voit surtout la technique qui est derrière. Et en fait, c'est... Mais ils sont très forts. C'est très fort. Moi, je suis pas capable de faire ce que Roger Deakins fait. Il y a pas de problème. Mais je vois pas je vois pas le cinéma là-dedans, quoi. Oui. Est-ce que vous avez déjà tourné l'un et l'autre en numérique et sur de la pellicule? Et si oui, qu'est-ce que ça change pour vous dans votre travail? Rien. Non, moi récemment j'ai tourné avec Arnaud Despalières une partie d'un film en 35 mm et une autre partie en numérique. Moi j'aime bien le numérique et le digital, j'aime beaucoup aussi la pellicule. Je pense qu'on a tous grandi avec l'image de la pellicule et donc des contours un peu doux et donc une image qui vibre un peu et une certaine interprétation des couleurs. Et je pense que culturellement notre œil il est fabriqué pour imaginer des images projetées telles que la pellicule en fabrique. Ce qui fait qu'au numérique, on a beaucoup essayé de rapprocher de ça, et moi-même, je le fais, c'est-à-dire qu'en numérique, je vais me rapprocher de la pellicule. Mais cela dit, si vous regardez les films qui sont faits aujourd'hui et ceux d'il y a 10 ans, quand le numérique a vraiment commencé à émerger, vous remarquerez qu'aujourd'hui, les films sont beaucoup plus contrastes, il y a beaucoup plus de piqué. On affirme plus facilement aujourd'hui une image numérique qu'une image argentique. Et en fait, c'est parce que aussi notre goût, il a changé. À force de voir comme ça des images numériques, on s'habitue, et culturellement, on est en train de s'habituer. Et je pense que dans 30 ans, peut-être que la pellicule sera un peu datée. Et puis, après, d'un point de vue technique, la pellicule, ils sont devenus tellement performants qu'aujourd'hui, il y a des films qui sont tournés en pellicule et ça ne se voit pas. Et donc, c'est quand même dommage. Ben c'est bien, mais c'est du numérique, mais c'est vrai que Jean-Bernard, comme je disais, il avait des références de pellicule, il voulait que ça y ressemble. Puis je pense qu'en fait, ce qu'on entend par pellicule, en fait, il faut le traduire, c'est-à-dire qu'en fait, on s'en fiche du médium. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que ça veut dire pellicule. En fait, ce que ça veut dire, c'est une forme d'organicité, de quelque chose qui soit plus charnel, avec des peaux souvent un peu plus chaleureuses. On associe le numérique, à tort ou à raison, à quelque chose de plus net, de plus précis, de plus froid, de plus chirurgical. Tout ça, ça se travaille. Donc ça se travaille un petit peu, cela dit, j'exagère, ça se travaille un petit peu différemment, le numérique et l'argentique, et donc ça change quelque chose dans la pratique, mais fondamentalement, le cœur du travail, il est pas tout à fait là, quoi. La mort de Louis XIV, c'est du numérique, non? Oui. En fait, moi, j'ai tourné presque que en numérique. C'est vrai que l'exemple du film d'Arnaud Despalières, c'est la seule fois où j'ai tourné en 35 mm. Et c'était bien, mais par exemple, la deuxième partie du film, elle est en numérique et je crois que je la préfère. Parce que peut-être aussi, moi, je maîtrise mieux aujourd'hui le numérique que le 35 mm, parce que j'ai grandi, cinématographiquement parlant, j'ai vraiment grandi avec le numérique. Donc, quand je dis cinématographiquement, je veux dire cinématographique, parce que voilà. Ouais, il y a quand même une petite différence dans la manière de travailler, et je pense qu'on a perdu un peu de rigueur avec le numérique. Qui fait que, comme en photochimie, les métrages étaient comptés, il y avait une forme de concentration qui allait vers le plan. On répétait et puis on tournait. Moi, j'ai commencé, tous mes premiers courts-métrages étaient encore en pellicule. J'affectionne ça beaucoup. Je n'ai plus la chance, depuis sur les longs métrages, de travailler en pellicule. Et je suis assez d'accord avec Jonathan. Notre œil s'est tellement habitué au numérique. Actuellement, quand on projette un film en Super 16, qui n'est pas retravaillé numériquement, on est très surpris par le grain que ça. C'est-à-dire, on s'est un peu déshabitué. Et donc, je pense même certains réalisateurs qui désirent travailler en Super 16 aujourd'hui seront surpris à quoi ça correspond. C'est-à-dire, ça grouille quand même dans tous les sens. Et nous, on aime bien ça, mais voilà. L'œil a changé avec le temps. Et malheureusement, partiellement aussi la manière de travailler.
Il y a une part de rigueur qui est partie. Donc, on s'est habitué à tourner les répétitions très vite, avoir beaucoup de métrage, donc ça rallonge les montages. Voilà, qui en pellicule, qui reste quand même un tout petit peu cher, et il faut surveiller un tout petit peu plus différent. Voilà. Et c'est souvent l'argument pour tourner en numérique, c'est ça, c'est-à-dire vouloir tourner beaucoup parce que vouloir tourner les répétitions et tout ça. Et là aussi, la pellicule, c'était une contrainte, et encore une fois, les contraintes, ça a du bon. C'est bénéfique par endroit. Parce que choisir, c'est renoncer, et en fait, c'est un peu la seule possibilité de... En fait, faire de la mise en scène, c'est renoncer à tout le reste. Faire un cadre, c'est renoncer à tout ce qui est autour du cadre. Et en fait, et de choisir. Ce à quoi choisir, et ce à quoi on dit non, c'est beaucoup plus important que ce à quoi on dit oui, souvent. Il y a d'autres questions? Oui. Plus pour les scènes intérieures, du coup, quand il y a de la lumière dans le champ, du coup, appartient à la décoration, que c'est pensé par le chef opérateur ou... C'est toujours en collaboration avec les décorateurs. C'est-à-dire, on a des demandes parfois très précises, il y a des propositions très précises, et voilà. Mais c'est toujours validé. Tout ce qui est dans le champ, c'est concerté. Décorateurs, réalisateurs, parfois, voilà, et nous. Oui. J'avais une question pour vous, Jonathan. Comment vous êtes venu ce rapport entre la musique et Je pense que composer de la musique, ce sera un des rêves avortés de ma vie. Et en fait, quand Yonka m'a contacté, elle m'a demandé des extraits de films qui nous avaient influencés. Donc du coup, j'ai réfléchi. Et il y avait Acatone de Pasolini, le Parrain de Francis Ford Coppola et In the Mood for Love, et puis L'Armée des Ombres de Melville. Et à chaque fois, en fait, c'est associé à une musique qui est très très forte, souvent très très émouvante, et dont je me souviens très très bien. Et en fait, le parallèle, il est pas si innocent que ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je l'ai déjà un petit peu dit, mais si vous voulez, un film s'écoule dans le temps de la même manière que la musique. Si vous l'arrêtez quelque part, il n'existe plus, parce qu'une image arrêtée, c'est pas le film. Et la musique, c'est pareil, si vous l'arrêtez, elle meurt. Et donc il y a ça, et en fait quelque part la musique c'est la mélodie. Bon, il y a les paroles, etc., mais la musique, c'est vraiment une question de mélodie et de rythme et de choix des notes. Et quand je travaille sur un film, j'ai l'impression que visuellement il y a quelque chose de l'ordre de la mélodie à trouver, c'est-à-dire un rythme, une alternance entre une scène très chaude, une scène très froide, une scène très contraste, une scène moins contraste, un plan très court, un plan très long, un plan séquence, et que tout ça sont... Mais après, bon, faudrait pas faire un parallèle immédiat, parce que ça serait très pauvre, je crois, de dire, bah alors une note, c'est un plan, ça me semble pas très intéressant. C'est plutôt... c'est de l'ordre de la sensation. Oui, voilà, j'allais dire, c'est presque métaphysique, c'est-à-dire, voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est de l'ordre de la sensation. Quand vous entendez une musique, ça vous émeut, parce que, je sais pas, voilà, la note, elle vous touche. C'est un peu mystérieux, en fait, pourquoi la note, elle vous touche. Pourquoi deux notes collées l'une à côté de l'autre vous touchent plus que les deux mêmes notes, mais pas avec le même rythme. Et je crois que la couleur et le cadre, il y a quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire pourquoi tout à coup le fait que la scène elle soit rouge, ça va vous crisper, ou pourquoi tout à coup elle va être beaucoup plus tendre. Alors voilà, je crois que pour moi c'est un peu ça. Et puis voilà, j'ai l'impression que, par exemple, je demande souvent la musique si jamais ils l'ont en préparation. J'aime bien avoir la musique du film, parce que je trouve que c'est une autre clé pour pas forcément pour faire la même chose. C'est pas parce que la musique va être lente que je vais essayer de chercher de faire des plans lents ou je sais pas, ou pas très contrastes, etc. Mais je crois que c'est une autre porte d'entrée du film, et donc du coup tout à coup, je me dis, ah oui, alors l'ambiance, elle est un peu comme ça. Donc peut-être qu'en fait, cette scène-là, comme elle va être soutenue par de la musique, ça va être assez mélancolique. Donc peut-être que pour pas être mélancolique, moi aussi, je vais avoir... Parce qu'en fait, on n'est pas obligé d'aller dans le même sens que la musique. On peut aussi se dire, je vais plutôt aller au contraire. Je vais plutôt... Voilà, enfin, pas forcément systématique non plus, ce que je veux dire. Mais voilà, moi, c'est une source d'inspiration que je trouve très forte.
Oui, parce que quelque part, l'image, c'est pas une science exacte. Donc, on essaye de traduire des sensations. Et effectivement, la musique, elle est plus évidente dans les sensations, quelque part, tu vois. Alors que l'image, elle est plus complexe. Plus concrète. Plus concrète, oui. Donc, Puis parler de couleurs, c'est compliqué. Par exemple, il y en a qui vont vous dire bah ça c'est rouge, mais en fait il y en a qui vont dire ah ouais mais je vois un peu de violet à l'intérieur et puis mon pull il est bleu, mais non en fait il est un peu gris. Donc c'est vrai qu'on peut parler d'image que face à une image et c'est un peu la même chose avec la musique. C'est compliqué de mettre des mots sur la musique et de dire bah moi j'aime bien Beethoven ou Jean-Sébastien Bach. Oui bon d'accord, mais pourquoi? Enfin voilà, c'est compliqué d'expliquer pourquoi une musique vous touche très singulièrement, et je pense que c'est un peu pareil avec une couleur. et beaucoup de réalisateurs ont des playlists. La plupart des réalisateurs ont des playlists qui communiquent. C'est pas forcément de la musique pour le film directement, mais voilà, comme tu dis, qui donnent une clé supplémentaire. Et puis de la même manière, nous on essaie d'avoir une palette. Moi c'est vrai que par exemple ça c'est pas une couleur que je vais essayer d'avoir sur mon film parce que je trouve que c'est trop criard et c'est pas des couleurs sur lesquelles j'aime travailler. Mais donc du coup il y a des réalisateurs qui vont vous dire moi je déteste le jaune. Voilà, donc on vient tous. Moi par exemple j'aime bien le vert, donc c'est vrai que je vais avoir tendance à aimer en mettre. Donc ils viennent vous chercher avec des couleurs et d'ailleurs on parle de couleurs en musique. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de parallèles possibles. Je suis pas sûr qu'ils soient tous intéressants, mais je vous laisse réfléchir. Une dernière question. Alors si elle peut être toute petite, ma question ça porte sur le film dont on a compris, Jonathan Rigaud, que c'était une référence pour vous, c'est L'Esprit de la ruche. Ouais. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots? Oui, je trouve que c'est un film magnifique qui est éclairé par Quadrado, qui est un chef opérateur brillant. Pour la petite anecdote d'ailleurs, en fait le père de Quadrado, le directeur photo, était verrier. Et donc en fait c'est le père du chef opérateur qui a fabriqué tous les verres jaunes qu'on voit dans le film. Donc il lui a il était verrier, mais je crois qu'il faisait des vitraux, mais il faudrait vérifier cette information. Mais en tout cas, je sais que c'est lui qui a fait tous les verres du film. Et je trouve que c'est un film magnifique sur la fin de l'enfance, sur les monstres qui habitent votre enfance, sur la résistance aussi. Je pense que moi, dans mon travail, je crois que la question politique est importante pour moi. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on résiste avec un film ou sans un film, ou chacun dans nos métiers respectifs. Je crois qu'il n'y a pas de... je crois qu'il n'y a pas de petite résistance en fait. Je pense qu'il n'y a que des résistances. Et donc ce film qui évoque la petite résistance d'une petite fille et du Frankenstein je trouve que c'est un film. En plus, c'est un film fait pendant le franquisme, donc c'est quand même un film très courageux de la part de son réalisateur. Voilà, je trouve que c'est un film vraiment très émouvant. Et du point de vue de l'image, je trouve que c'est très fort parce que il y a donc ces intérieurs très jaunes qui amènent une espèce de réalisme un peu magique. En fait, c'est un conte. Ce film, quelque part, c'est un conte. Et donc, il y a cette image du conte à l'intérieur de la maison, avec ces jaunes, avec ce Frankenstein qui arrive. Il y a toute cette fin dans cette nuit assez blafarde, blanche, blême, et tout ça est ponctué de moments beaucoup plus réalistes. Quand elle va voir le militaire, le résistant qui est caché, quand tout à coup ils ouvrent une fenêtre et que tout à coup la lumière redevient d'une couleur entre guillemets normale. Et je trouve que cet équilibre, l'équilibre à l'intérieur du film on parlait de mélodie, je trouve que l'équilibre il est magnifique, quoi. Je trouve que c'est vraiment, il y a rien à jeter, il n'y a pas de plan, tout est très élégant. Et en fait le film il est assez violent en fait. Par exemple on parlait de la violence, de l'irreprésentable. Comment en fait à l'intérieur de ce film, derrière ce film, il y a tous les résistants qui se sont fait torturer pendant le franquisme. Et ça, c'est très fort d'arriver à faire ça sans jamais montrer un seul résistant torturé. Je trouve que c'est quand même des films... Voilà, et d'ailleurs, j'ai cité L'Armée des Ombres. Je trouve que c'est aussi un grand film pour ça. C'est-à-dire comment Pierre Lhomme, qui est mort cette année, a joué sur l'ombre et la lumière. Enfin, je trouve que c'est... Les grands films, c'est des grands... Pouf, pouf, je le reprends. Il n'y a pas de grande image sans grand film. C'est pas possible. Ça n'a aucun intérêt, les belles images. 1917, c'est très beau, mais pour moi, je tape dessus, mais je n'ai rien contre ce film. Hein. C'est le premier qui me vient en tête, mais il n'y a pas de grande image sans grand film. C'est pas possible. Voilà. Merci beaucoup. L'Angle mort et un très beau documentaire qui s'appelle Deux gars et moi. Très très beau, il y a une lumière particulière. C'est pas un documentaire. Hein.
Tout est mis en scène, mais ça ressemble un peu, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un peu une fiction, un peu un docu. Mais en tous les cas, l'image est très très belle. Voilà, merci beaucoup. Super.